Bien connue des Marseillais dans le quartier des Réformés, l'école et la salle de concert La Maissonne sont le temple de la danse flamenco de la ville. Et nous recevons aujourd'hui Gilles Ossipov, cofondateur du lieu, aux côtés de Sarah Lepêtre. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors comment définiriez-vous La Maissonne pour le public non connaisseur ? La Maissonne, c'est issu d'un barbarisme, on va dire, une barbarité. Parce qu'à la base, El Mesón en espagnol, enfin la mesa c'est la table, El Mesón c'est la grande table, donc en Espagne, ce qu'on appelle El Mesón, ce sont des auberges, des tavernes, au sens littéraire, au sens clapichien du terme, auberge espagnole, où on peut tout faire, on peut manger, on peut danser, on peut écouter de la musique, on peut boire, on peut même dormir. Donc c'est un peu ça, la Maissonne, on fait beaucoup de choses, c'est un joyeux bordel, mais terriblement bien organisé, on va dire. Oui, et La Maissonne, c'est aussi un festival. Pourriez-vous nous présenter les grandes lignes de la programmation de janvier à juin ? La Maissonne, c'est une programmation de janvier à juin. Alors ça, c'est pas le festival, c'est une programmation qui est dans le lieu, qui est voilà, de janvier à juin. Alors on va très intéressant. Et puis après, on aura un tablao flamenco avec la Delia début février. Et puis après, on égrènera toute une programmation jusqu'en juin, dont les grandes lignes sont par exemple la carte blanche. Il y a deux belles cartes blanches. Une carte blanche à Martin May, qui est un songwriter local, enfin qui est du coin, d'ici, qui travaille notamment avec Interne Externe, qui aura une carte blanche. Une carte blanche, c'est on confie le lieu, la programmation à un artiste, et c'est lui qui décide de ce qu'il va faire, des invités qu'il va avoir, souvent des premiers solos, des choses comme ça. Et il y aura aussi notre carte blanche à Elias Driss, un jeune aussi auteur, compositeur, interprète parisien ce coup-ci, mais voilà, qu'on a reçu déjà 2 fois, qui est très intéressant, et qui aura aussi des invités. Voilà. Puis il y aura les Dames de la Joliette et la fanfare à Cool Sax au mois de mars, en entame de cette deuxième partie de saison. Voilà. On programme de septembre à janvier, début février. Ensuite, on a une deuxième partie de programmation qui s'étale de février à juin. Beaucoup d'événements en vue, en effet. La Maissonne est aussi un espace de résidence. Oui, tout à fait. C'est un espace de résidence à l'année, toute l'année. Des groupes viennent travailler en journée. Alors, soit peut-être sur les cartes blanches, par exemple. Là, récemment, en décembre, on a eu Siska qui est en carte blanche, et elles ont travaillé en résidence avec Cathy Escoffier parce que c'était une création. Mais il y a aussi des groupes qui viennent répéter chez nous à l'année. Nous, voilà, on ouvre la salle, ça travaille. Dirty Cute, par exemple. On a eu Sam Carpiagna qui est venu à plusieurs reprises. Enfin, ça n'arrête pas. Et puis évidemment du flamenco, voilà, il y a des groupes qui viennent travailler le flamenco, soit des groupes professionnels, mais c'est ouvert aussi aux groupes amateurs, parce que comme on fait évidemment des cours, on en parlera plus tard, mais les élèves viennent aussi en semaine travailler, en marge on va dire des cours, ils viennent travailler souvent les chorégraphies qu'ils sont en train d'étudier. Le lieu est en tout cas chaleureux et propice aux échanges. Alors tout à l'heure, vous avez mentionné l'artiste Delia Sofia. Et en mars, le public aura la chance d'assister à la prestation du maître flamenco Ivan Vargas. On peut donc aller chez vous au concert, mais aussi apprendre le flamenco. Oui, la Maissonne, c'est une école de danse flamenco à la base. C'était El Boleco, tenue par la Rubia de 1994 à 2004. Ensuite, nous, on a ouvert. Donc, on a continué cette dynamique de cours avec des cours tout niveau. Ça démarre pour les petits-enfants jusqu'aux élèves les plus avancés. Et là, c'est la Isabelle Gasquet et Roseli Miranda qui s'occupent de la partie adulte, et Magali Scotto Di Carlo qui s'occupe de la partie enfant. Et effectivement, on reçoit aussi des stages, notamment là, on a reçu Oscar Quero au mois de novembre dernier, qui est un immense danseur et pédagogue, évidemment. Et puis là, Ivan Vargas qui va venir sur ce semestre-là donner un stage et aussi proposer son spectacle en tablao. Tablao, c'est un spectacle flamenco dans la pure tradition andalouse, avec danse, chant et guitare. Voilà. Et vous proposez aussi de découvrir cette expression artistique qu'est le flamenco d'une autre manière, à travers le chant. Le chant, avant on donnait des cours, maintenant il n'y a plus de cours, mais par contre il y a des chanteurs professionnels qui viennent accompagner les cours de danse. Voilà, parce que le chant a une présence, a une importance centrale dans l'enseignement du flamenco. C'est lui qui lead un petit peu tout. Voilà, il y a pas mal de codes dans le flamenco. C'est assez codé, mais bon, voilà, il y a plusieurs choses à connaître, et c'est le chant qui va donner un peu le tempo et les parties de toutes ces danses, voilà, de tous ces codes. Donc c'est fondamental. Et on a des chanteurs professionnels de
de la région qui viennent accompagner les cours de Isabelle et de José. On pense notamment à Jesus de la Manuela, à Emilio Cortés, à Cristo Cortés, Blas de Leria, voilà, des pointures vraiment qui sont d'ailleurs, qui font pas que... On a de la chance ici à Marseille et sa région d'avoir vraiment un bassin, un vivier de talents flamenco énorme, que ce soit au niveau du chant ou de la guitare ou de la danse. Vraiment, ça, la communauté gitane notamment est très, très implantée, très importante. On travaille beaucoup avec les familles et c'est vrai qu'il y a énormément de talents, jeunes et moins jeunes. Mais voilà, les artistes internationaux qu'on reçoit, José Maya par exemple, qui est venu, ou la Repompilla qui est venu récemment, font appel à des gens, des musiciens de notre territoire pour les accompagner à Marseille et ailleurs. C'est dire la qualité des musiciens et des artistes de cette région en flamenco. Un large choix d'artistes. L'été dernier, la Maison avait organisé Au Large Festival, conviant comme artistes Irène Dressel, Benjamin Epps, Altin Goun, Simatic, entre autres. Qu'en sera-t-il pour l'édition 2023 ? Alors, la programmation, je ne peux pas vous la dévoiler, puisqu'elle elle reste encore confidentielle. Mais voilà, elle est en voie de finalisation. Oui, on a fait 2 éditions en 2021, en 2022, avec nos camarades du Cabaret Aléatoire, de Comparcesson et du Mungi. Donc c'est un festival, oui, dans ce merveilleux théâtre Sylvain, magnifique au bord de la mer, qui s'appelle Au Large. Et le festival s'appelle Au Large. Et puis voilà, c'est une réunion de 4 producteurs, on va dire, locaux, qui se sont décidés de mettre ensemble pour faire ce festival. Voilà, donc c'est pas mal, c'est beaucoup de travail, mais le résultat, enfin, on est très content. Puis voilà, ça se passe de mieux en mieux. La première année, c'était un peu pas évident parce que c'était juste après le Covid. Je crois qu'on a été le premier festival à sortir tout de suite après le Covid. D'ailleurs, ce festival est né, si je puis dire, du Covid, parce qu'on était tellement sans horizon les uns et les autres pour des salles, pour des organisations en salle en intérieur, qu'on s'est projeté. On n'avait plus d'horizon, donc on a regardé la mer. On s'est dit, tiens, pourquoi pas faire quelque chose en plein air ? Et nous, ça faisait longtemps qu'on devait travailler avec le Sylvain, mais bon, tout seul, c'était un peu compliqué. Donc, on s'est associé avec des amis pour faire ce festival. C'est original, en effet, comme programmation. Vous avez aussi accueilli l'artiste israélien Nogai Rev, je ne sais Nogai pas si... Rez. Ouais, Nogai tout à Rez, fait. voilà. Sur la première édition, ouais. Et régulièrement, vous accueillez Yom, nom de scène de Guillaume Huméry, qui a été bercé comme vous par la musique klezmer. Absolument. Oui. Musique klezmer, moi je l'ai découverte sur les films de Kusturica, évidemment, Goran Bregovic, etc. Et puis aussi avec le groupe Kabbalah, qu'on a commencé à produire, parce qu'on ne fait pas que des activités de concerts, de salles, hors les murs, on fait aussi de la production. Et en 2006, on a commencé à produire le groupe Kabbalah, donc, qui s'inspirait évidemment de la musique klezmer, avec Stéphane Galeski et Uli Wolters notamment. C'était un mélange de choses un peu, on va dire, un peu plus ancestrales et de choses modernes. Donc le yiddish côtoyait le spoken word, le rap, etc. Donc c'était un groupe très, très intéressant. C'est des gens qui venaient du jazz, donc c'était assez riche aussi musicalement. Mais c'est vrai que la base, la fondation était klezmer. On a aussi beaucoup... travaillé entre guillemets, mais enfin on a reçu plusieurs reprises, on a produit des choses à l'espace générique So Cold, qui est aussi issu, toutes ces musiques sont issues de très klezmer aussi, mais pas que, à chaque fois c'est du klezmer ou des musiques juives très très remaniées, très remises au goût du jour. Donc So Cold, qui a travaillé avec David Krakauer notamment, donc on a reçu à la Maison sur une carte blanche également, et puis voilà quoi. Donc oui, on est très versé par ces... Le klezmer génère en effet beaucoup d'émotions. Ah oui. Alors j'aborde une question plus personnelle, puisque nous sommes sur Radio JM, et je crois savoir que vous avez des origines ashkénazes. Oui, j'ai des origines ashkénazes, tout à fait. Ma famille vient d'Ukraine, mes aïeux sont partis d'Ukraine à la fin du 19e siècle et sont arrivés à Paris après un long périple, on va dire, méditerranéen. Ils sont arrivés à Paris au début du siècle dernier. Mon grand-père est né à Paris en 1905. Moi, je ne l'ai pas connu, mais il paraît qu'il avait un accent argotique à couper au couteau. C'était un pur Belleville. Et toute sa famille parlait yiddish. Donc il y avait un contraste comme ça, c'est saisissant. Mais mon nom, Ossipov, est ukrainien d'origine. O2SIPOV, ça s'écrivait à l'époque.
Ça a été un peu francisé, on va dire. Non, c'est HOSIPO2F. Voilà. C'est un peu bretonnisé, comme on dit. Mais il n'y a pas le le. Oui. Il n'y a pas le Ozipov, mais bon, ça faisait un peu le Logolov, les choses comme ça. Voilà. Eh bien, je vous remercie pour cette interview et mentionne le site de La Maissonne, avec un E donc, lamaissonne.com. D'ici juin, les Marseillais trouveront bien un moment pour y faire un tour et s'essayer peut-être au flamenco. Ah voilà, j'espère. Et puis plein de belles choses qui arrivent. Voilà, pas que. Il y a aussi des choses en gratuites sur la Canebière qui vont surgir. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui nous attendent pour ce début de ce premier semestre 2023. Et on souhaite à tous les auditeurs et auditeuristes une excellente année aussi. Et à vous aussi, et puis à tout le monde. Je vous remercie. Merci Gilles. Merci de vous être déplacé. Elle a bon dos, la liberté d'expression. Revendiquée par une certaine partie de la population comme un étendard, la liberté d'expression est devenue le paravent de l'antisémitisme. En parallèle, la communauté juive doit faire face à une expression de violence décuplée au quotidien. Le sujet mérite réflexion. C'est l'objet du colloque du dimanche 5 février au Centre culturel juif Simone Veil de Montpellier. Et nous recevons Michèle Bensoussan, présidente du CCJ Simone Veil, pour en parler. Bonjour Michèle. Bonjour à tous. Bonjour Radio JM, ravi d'être sur votre antenne. Alors cette année, le colloque s'intitule « La liberté d'expression, nouvel alibi de l'antisémitisme ». Pourriez-vous nous présenter le programme de la journée qui lui est consacré, ainsi que les différents intervenants conviés ? Bien sûr. Alors nous avons 4 intervenants, 2 le matin, 2 l'après-midi. Le premier, qui ouvrira la session, c'est Maître Basile Adair, qui est un avocat associé du prestigieux cabinet parisien Auguste Debouzy et qui enseigne le droit des médias au sein de l'Institut pratique du journalisme à Paris-Dauphine. C'est un ancien vice-bâtonnier. Il a participé aux États généraux de la presse. Il est également l'avocat de la Fédération de la presse. Il est de Radio France, du Parisien, de l'Équipe. Enfin voilà, c'est un spécialiste de la presse. Et il va aborder la question justement du droit de la liberté d'expression, du droit de la liberté d'expression, ses limites, la jurisprudence, les lois qui s'attachent à la liberté d'expression. Et nous attendons beaucoup de ce grand avocat. C'est vraiment un très grand spécialiste, justement pour qu'il nous donne évidemment des éléments sur tout ce qui porte sur le droit de la liberté d'expression, parce que dans notre colloque, c'est traditionnel, c'est la 5e édition cette année. Nous avons la première partie qui est que l'on destine à l'histoire du sujet qu'on traite, au thème que nous traitons. Et puis ensuite, nous avons l'après-midi, d'autres personnalités qui vont débattre sur des sujets plus précis et qui ne sont pas historiques, qui ne sont pas forcément historiques. Voilà. Alors le second intervenant, c'est Vincent Duclerc. Vincent Duclerc, il est agrégé d'histoire. C'est un des très grands spécialistes de l'affaire Dreyfus. Pourquoi nous avons choisi de l'inviter ? Justement parce que nous voulons évoquer le J'accuse d'Émile Zola. Le J'accuse d'Émile Zola, c'est quand même une magnifique, expression de la liberté d'expression, si j'ose dire. Et il va débattre de cet article qu'avait donc fait Émile Zola pour dénoncer le procès qui était fait à Alfred Dreyfus. Voilà le deuxième intervenant. Et puis l'après-midi, ça sera Philippe Val, que nombre de personnes connaissent, puisqu'il a été fondateur avec Cabu du journal Charlie Hebdo. Et lui, il abordera le problème des réseaux sociaux et la haine qui est diffusée au travers justement de ces réseaux et les solutions qui peuvent être apportées pour juguler cette problématique. Et enfin, le dernier intervenant sera le Premier ministre Manuel Valls, qui viendra. Nous avons choisi Manuel Valls parce que je pense que nos auditeurs se souviennent de son magnifique discours du 13 janvier 2015 après les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. Et nous voulons évidemment qu'il traite d'un sujet sur la liberté d'expression, mais au travers de la démocratie. Voilà. Le sujet précis qu'il va traiter, ce sera la liberté d'expression à l'épreuve des idéologies extrémistes, la vulnérabilité des démocraties. Voilà nos 4 intervenants.
Des invités prestigieux. Organisés depuis 5 ans par le CCJ Simone Veil de Montpellier, ces colloques sont militants, mais cette année encore, 436 actes antisémites ont été recensés. Une baisse insignifiante. Est-ce la meilleure façon de lutter contre l'antisémitisme ? Alors, je ne sais pas si c'est la meilleure façon. C'est une façon de lutter contre l'antisémitisme. Il y a évidemment plusieurs axes qui permettent aux uns et aux autres, et notamment à la communauté juive, dans ces actions, de lutter contre ce fléau. Mais je pense que le fait de débattre de sujets qui sont d'actualité, puisque la liberté d'expression, nous avons vu qu'elle a été dévoyée, notamment pendant les campagnes anti-vax, où nous avons vu fleurir des panneaux très antisémites, comme si les Juifs étaient responsables de la propagation du virus, du Covid, entre autres. Je dirais, nous avons vu aussi la caricature qui avait été exposée à Avignon, toutes sortes de choses qui font que c'est important de reprendre ce sujet cette année pour montrer que la liberté d'expression, c'est un droit magnifique, c'est un droit révolutionnaire, mais en même temps il faut la protéger dans le sens où elle sert parfois les desseins d'un antisémitisme ambiant, et il faut le dénoncer, ça, c'est important. En effet, il faut être vigilant. Ce colloque d'utilité publique est susceptible d'intéresser un public averti. Ne faut-il pas aussi mener ce combat dans les lieux mêmes où infuse l'antisémitisme, les universités par exemple, dont les murs sont régulièrement souillés par des tags, pardon. Alors, je vous remercie de me poser cette question, parce que nous avons beaucoup travaillé cette année avec les universités. Nous avons écrit, invité les directeurs des universités à diffuser largement auprès de leurs étudiants le colloque, et nous avons des retours, puisqu'il y a de nombreux étudiants qui se sont déjà inscrits. Oui, c'est très très important que le monde universitaire, qui est effectivement aux prises avec des extrémistes, je dirais, et des antisémites, qui font passer des messages contre nous, eh bien, c'est important que ces étudiants soient informés et qu'ils viennent à d'autres colloques pour que justement nous leur apportions une autre parole. La diffamation d'une personne à raison de son origine, sa nationalité ou sa religion différente est sanctionnée d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Cette sanction est-elle suffisante ? Alors, c'est la loi qui est ainsi. Je dirais qu'il y aurait peut-être des progrès à faire au niveau législatif, et notamment peut-être rendre, si nous abordons le problème des réseaux sociaux, eh bien appliquer une responsabilité pénale aux propriétaires de ces réseaux sociaux lorsque justement, malgré les limitations, il y a des débordements qui se font jour au travers des propos qui sont tenus et des écrits, puisqu'il y a un certain anonymat qui protège ces personnes qui déversent leur haine contre les Juifs, notamment, ou contre d'autres groupes humains. Et là, oui, je pense qu'il y a des choses à faire au niveau législatif. Il y a des avancées, et un de nos invités, Philippe Val, d'ailleurs, prône cette pénalisation qui pourrait permettre au niveau, je dirais, pénal, de condamner les dirigeants de ces réseaux. Oui, et le nouveau plan du gouvernement prévoit de créer des peines aggravées en cas d'infraction non publique à caractère raciste ou antisémite commise dans l'exercice de leurs fonctions par des personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public. Pour l'instant, c'est un petit peu vague. Oui, moi je trouve que ce projet, cette loi que propose maintenant le gouvernement, ce plan, c'est plus exactement un plan, je trouve qu'il est insuffisant. C'est très vague. Et ça ne résout pas, pour moi, je l'ai lu attentivement, puisqu'il nous concerne au niveau du colloque, c'est important, on en parlera, mais je pense que c'est totalement insuffisant. Il faut aller plus loin. Je pense que je crois que il faut spécifiquement s'attacher au phénomène de l'antisémitisme. Je pense que le gouvernement mélange tout, et à chaque fois c'est pareil. On parle de racisme, d'antisémitisme, d'attaques xénophobes ou homophobes. Je crois que tout cela est très dangereux et il faut le combattre. Mais je crois que l'antisémitisme est spécifique et qu'il faudrait que le gouvernement s'attache justement à ce phénomène précisément.
et qu'ils ne soient pas noyés dans un plan qui ne me paraît pas satisfaisant aujourd'hui. Il s'agirait aussi de cibler les idéologues qui ont de nombreux adeptes. Alors en 2019, l'adoption de la résolution contre l'antisémitisme avait été adoptée par les députés avec un très faible nombre de voix. Lorsque l'évidence fait débat au sein même de la classe politique, l'antisionisme étant le faux nez de l'antisémitisme, on se dit que le chemin sera encore plus difficile. Oui, certes. Parce que nous avons au Parlement des groupes extrémistes. Il y a le Front National, il y a la France le Parti des mélangistes, toutes ces personnes qui ont une tendance marquée à exprimer leur antisémitisme au travers d'un certain nombre de choses, et souvent visant d'ailleurs Israël, sous couvert d'antisionisme. Donc oui, bien sûr que tout cela devrait être dénoncé, mais nous avons en France des courants comme ça politiques qui sont représentés à l'Assemblée nationale et qui sont effectivement dangereux. Pour nous les Juifs en particulier. La France et les USA ont deux conceptions bien différentes de la liberté d'expression. Malgré tout, l'antisémitisme atteint des taux très élevés dans les deux pays. Alors la source du mal n'est-elle pas ailleurs ? Alors, vous la voyez où, vous, la source du mal ? Eh bien, dans l'éducation, dans le manque d'éducation, le manque de culture. Ah oui, ça c'est ce qu'on entend fréquemment. Mais bon, je crois que, bien sûr, qu'au niveau éducatif, les choses doivent être faites. Mais vous voyez bien comment ça se passe. Il y a déjà Georges Bensoussan en parlait dans son livre, Les territoires perdus de la République. Il y a au niveau je veux dire que les professeurs notamment craignent d'évoquer la Shoah, les problèmes effectivement liés à l'antisémitisme, et ça c'est vraiment grave. Donc là, on a un problème de société au niveau, je dirais, éducatif, qu'il faudra avec le temps essayer de gérer et de régler, c'est certain. Oui, alors ma dernière question, c'est peut-être par la visite de lieux historiques que l'on peut le relever, le défi de la lutte contre l'antisémitisme. C'est notre patrimoine commun. Je pense par exemple au mikvé de Montpellier qui abrite, c'est le plus vieux mikvé d'Europe, un des plus vieux en tout cas. Oui, tout à fait. Il date du XIIe siècle. Il est situé dans un quartier où se trouvaient les Juifs à l'époque, au Moyen-Âge. Pourquoi pas ? Oui, ce serait aussi au niveau local peut-être la possibilité de montrer la pérennité de l'existence de la communauté juive ici en France. Oui, je pense que ce n'est pas une mauvaise idée, mais il y en a d'autres. Effectivement, d'ailleurs, je crois, sauf erreur de ma part, que le gouvernement prône des visites sur des lieux particuliers pour les scolaires notamment. Donc oui, pourquoi pas. Merci beaucoup Michel Bensoussan pour toutes ces précisions. L'actualité prouve malheureusement que ce type d'événement est toujours essentiel à médiatiser. Je mentionne le site du Centre culturel juif Simone Veil de Montpellier sur lequel sont mentionnés les événements proposés tout au long de l'année, ccj34.com. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde à ce colloque. Voilà, c'est un colloque, vous l'avez dit, militant. Merci. Espérons-le aussi. Merci.